ceux qui sont présents et bonjour à tous ceux qui vont nous rejoindre. Donc aujourd'hui, nous allons donc animer un webinaire sur l'engagement actionnarial, qui est un sujet plus que d'actualité. Et donc ce webinaire est organisé conjointement entre Scaled et l'AFR, donc les acteurs de la finance responsable, dont Sarah est la secrétaire générale. Et donc cette série de webinaires, donc c'est le 5e, et elle s'inscrit en fait dans une démarche de compréhension de certains enjeux ESG qu'on a lancé avec Sarah il y a quelques temps. C'est déjà notre 5e webinaire. Et donc l'idée, c'est que nous, donc chez Scalerisk, on propose une solution qui permet justement de gérer tous les aspects ESG d'un point de vue data. Et au fur et à mesure de nos avancements, de nos rencontres, on a rencontré pas mal de personnes, notamment sur le marché de la gestion d'actifs. Et on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de points qui méritaient d'être soulevés, des points peut-être d'incompréhension, des sujets comme le sujet d'aujourd'hui, qui sont des sujets d'avenir et sur lesquels je pense qu'il faut communiquer, il faut partager. Et donc voilà, donc aujourd'hui pour ce webinaire, donc on est donc Sarah et moi, on va animer ce webinaire. Et aujourd'hui donc nous avons la chance et l'honneur d'avoir 3 super invités. Donc Mouna Aoun, qui est secrétaire générale chez KissKissBankBank, Philippe Zawati, qui est CEO de Mirova, et Emmanuel Duché, qui est président de Edigest. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par un petit tour de table. Donc Mouna, je t'en prie, je te laisse commencer. Bonjour à tous, je suis ravie d'assister et de participer à ce webinaire. Donc, je suis Mouna Aoun, je suis secrétaire générale de KissKissBankBank & Co, qui est le pôle de Crowd for Good de la Banque Postale, banque et citoyenne, qui est composée aujourd'hui de 4 entités qui vont du crowdfunding au crowdlending, à la régie publicitaire solidaire ou au micro-don. Je travaille à la Banque Postale depuis 2006 et j'œuvre depuis 10 ans maintenant en faveur du développement et de la structuration de l'offre de finances citoyennes de la Banque Postale sous 4 aspects, la finance solidaire, l'investissement socialement responsable, les prêts et les assurances vertes, ce qu'on appelle la gamme verte, et le financement participatif au sens large qu'on désigne désormais sous la dénomination Crowd for Good. Je suis également ambassadrice de l'association Acteurs de la finance responsable, et à titre personnel, je suis administratrice de l'Agence Nouvelle et Solidarité Active, ONU Femmes France et Solidarité SIDA. Voilà pour la brève présentation. Merci beaucoup, Mouna. Je t'en prie, Philippe, je te laisse te présenter également. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Philippe Zawati, donc je dirige Mirova, qui est une société de gestion d'actifs au sein du groupe Natixis, qui est spécialisé dans la finance responsable. Voilà, on gère une vingtaine de milliards d'euros sur des thématiques de finances durables sur différentes classes d'actifs. Et on est une structure qui est désormais société à mission, labellisée Bicorp, et donc très engagée depuis toujours, depuis sa création sur ces thématiques de finances responsables. Merci beaucoup, Philippe. Du coup, Emmanuel, on ne te présente plus, mais je te laisse quand même, pour ceux qui ne te connaissent pas, t'introduire. Donc, Emmanuel Duché, président fondateur d'Edigest. Donc, je suis gestionnaire de portefeuille depuis 1986 et j'ai commencé à faire de la multigestion en 1990 et de la multigestion ISR il y a une petite quinzaine d'années. Donc, en sélectionnant des fonds ISR extérieurs. Et maintenant, j'ai mis au point une méthode de notation ESG des fonds ISR qui a été utilisée pour les trophées de la finance responsable, dont la première édition a eu lieu l'année dernière, qui a une deuxième édition cette année au mois de septembre. Et ça m'a amené à noter donc une note sur 20, comme à l'école. Ça m'a amené à noter 60 fonds ISR l'année dernière, et j'en noté à peu près autant cette année. Et dans ma note ESG, il y a une rubrique engagement actionnarial. Donc je note les fonds ISR sur leur engagement actionnarial, y compris les ETF. Et voilà, c'est ça qui m'a fait voir pas mal de choses et qui m'amène à être là aujourd'hui. Super, merci beaucoup, Emmanuel. Donc avant de passer la main à Sarah, tu ne vas pas me vouloir si je dis ça. Donc pour tous ceux qui sont présents, je rappelle que le support sera envoyé,
que le webinaire sera disponible en ligne, puisqu'on sait que vous ne pouvez pas tous être présents. Donc voilà pour les 2 points à bloquer. Et donc du coup, je passe la main à Sarah, donc, qui est cofondatrice et secrétaire générale des acteurs de la finance responsable et qu'on ne présente quasiment plus non plus. Donc Sarah, je te laisse t'introduire et nous en dire un peu plus sur ce sujet. Merci beaucoup Maxime, c'est très gentil. Allez, j'ajoute un dernier point complémentaire pour nos participants. Bien entendu, vous pouvez poser toutes vos questions dans le chat sur la droite de votre écran et nos invités y répondront en deuxième partie de ce webinaire. Comme le disait très bien Maxime, donc, je suis effectivement secrétaire générale de l'association des acteurs de la finance responsable, dont nos invités sont membres. Et l'association a pour rôle d'essayer de développer une communauté autour de ces sujets, de faire rayonner les différents profils et les différentes personnes qui s'engagent sur ces sujets de finance responsable, et aussi, bien entendu, de faire de la formation, de la pédagogie. Et c'est dans ce cadre-là que se développe cette série de webinaires. En parallèle, je suis aussi consultante chez Scale Risk dans le cadre du développement en fait, de la verticale ESG sur l'outil technologique, donc avec un profil pour ma part plutôt côté data. À nouveau, du coup, je souhaite avant tout vous remercier tous les trois de vous joindre à nous pour cet événement et d'avoir accepté notre invitation pour un sujet qui nous tient, je pense, beaucoup à cœur tous, qui est l'engagement actionnarial, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps avec le sujet d'Anon et on en parlera probablement encore durant cet échange, mais pas que. En tout cas, engagement actionnarial, finalement, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Finalement, une capacité d'influence. Je pense que c'est le grand sujet. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le développement d'entreprises qui sont résilientes face à ces enjeux environnementaux, sociaux, il doit passer par cette capacité d'influence que peuvent avoir les investisseurs, les financiers. Puisque dans notre rôle d'actionnaire, on a l'opportunité d'inciter les entreprises à se transformer, à soutenir tous ces enjeux long terme. Alors, enjeux long terme comme la réorientation du modèle économique, la réduction des inégalités, la lutte contre le changement climatique, plein de choses différentes. Et bien entendu, cela impose un véritable changement de paradigme pour nous financiers parce qu'aujourd'hui, ça soulève une question qui nous dit comment on concilie l'intérêt économique, la performance à court, à moyen terme, tout en s'assurant que la transition écologique et sociale des entreprises va se faire assez rapidement pour répondre à des enjeux long terme. Et cette question, forcément, elle est au cœur des stratégies d'engagement actionnarial dont on va parler à travers le parcours de Mouna, celui de Philippe, le regard aussi d'Emmanuel. Et bien entendu, c'est dans ce cadre-là que toutes les institutions financières vont pouvoir jouer leur rôle d'investisseur responsable, quelque part en liant un présent qui est marqué par une attente forte en termes de performance à un futur qui se construit sur la prise en compte de ces nouveaux enjeux collectifs et bien entendu avec aussi l'engagement et l'adhésion des citoyens. On en parlera un petit peu grâce à toi, Mouna. En tout cas, à travers votre parcours à tous les trois, on va essayer d'avoir un regard à la fois expert et prospectif sur ces questions pour regarder demain et imaginer à quoi va ressembler l'engagement actionnarial demain, une fois qu'on aura fait un premier tour d'horizon de ce qu'il est aujourd'hui. Et du coup, sur ces quelques mots, je vais te laisser prendre la main, Emmanuel, pour nous en dire plus sur ces pratiques d'engagement actionnarial dans ton rôle d'évaluateur de fonds d'investissement. Tu en sais beaucoup sur le sujet, donc je te passe le flambeau, à toi de jouer pour nous parler, pour nous introduire en tout cas ces questions d'engagement actionnarial. D'accord. J'ai la main pour suivre les diapos, ouais. Ok, super. Donc la première question, voilà, c'est depuis quand l'engagement actionnarial existe ? J'ai envie de vous dire depuis très longtemps, depuis que la propriété privée existe et depuis qu'elle est formalisée juridiquement. Donc ça veut dire qu'on peut remonter l'Antiquité, quoi. On peut remonter aux Grecs et aux Romains. La vraie question, à mon avis, qui suit, c'est, pour l'affiner un peu, c'est que s'est-il passé depuis 50 ans ? Et ce qui s'est passé depuis 50 ans, je ne veux pas faire du manichéisme, ce n'est pas du tout un engagement actionnarial vers le développement durable. Je ne sais pas si, je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de Milton Friedman, qui a écrit un article assez célèbre qu'on peut trouver sur Internet dans le Wall Street Journal le 13 septembre 1970, où il dit un certain nombre de choses, c'est assez fort, hein. Donc vous voyez ce que j'ai écrit, je peux vous le traduire évidemment. Le but du capitalisme est de faire du profit pour les actionnaires. Et j'ai repris l'article, il dit même aussi, c'est très fort ça, la responsabilité sociale d'un business est d'accroître ses profits. Je
il n'y a pas de problème de traduction, je peux vous le dire en anglais. The social responsibility of business is to increase its profits. Donc c'est quand même. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas faire des profits, c'est pas la question. Sauf que là, on est sur un système. Vous connaissez sans doute les 3 règles d'or de l'immobilier. Hein, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Et bien là, lui, Milton Friedman et l'école de Chicago, c'est l'actionnaire, l'actionnaire, l'actionnaire. Voilà. Donc comme ça, c'est simple. Et on parle plus de ses droits que de ses devoirs. Mais le problème n'est pas que là. Le problème, c'est qu'on a eu une vision de plus en plus court terme de l'actionnariat. Enfin moi c'est l'avantage d'avoir quelques années de métier, c'est que quand j'ai commencé, le trading à haute fréquence n'existait pas. Voilà. Alors moi, le lien entre le trading à haute fréquence et l'engagement actionnarial, il faudra qu'on m'explique quand on est actionnaire pendant quelques millisecondes. Pour moi, c'est absolument pas ISR, et en plus c'est censé apporter de la liquidité, et à mon avis c'est l'inverse. En tout cas, le résultat de tout ça, on le voit aujourd'hui. C'est pas un procès d'intention, ce sont des constats. On a des dégâts écologiques considérables et on a des dégâts humains considérables. Donc ça, c'est ce qui s'est passé depuis 50 ans. Alors, heureusement, on est d'accord que... Et je pense aussi à ce sujet que je pense qu'il ne faut jamais utiliser le terme activiste pour les gens qui sont dans l'engagement actionnarial ISR, parce que ce n'est pas du tout la même chose. On en reparlera sans doute pendant les questions. L'engagement actionnarial, c'est quoi ? Là, je parle surtout des gros, parce que bon, pour les petits, on y reviendra, notamment avec Mouna, mais c'est pas évident. En amont, c'est le dialogue actionnarial, soit par téléphone, soit par courrier, soit par courriel, soit lors des roadshows des entreprises dont vous êtes actionnaire. Voilà, je suis telle société de gestion, je suis actionnaire chez vous, voilà, je voudrais savoir ce que vous faites pour telle ou telle raison, etc. En aval, et c'est très important, c'est le vote aux assemblées générales ordinaires ou extraordinaires. Voire même le dépôt de résolution non prévu à l'origine de l'Assemblée générale. Alors, il y a des exemples célèbres dans lesquels notamment LBPAM a participé. C'est un dépôt de résolution à Total et H&M, etc. Il y a quelque chose que je mesure quand je fais les analyses ESG, les notes ESG des fonds que j'analyse, c'est le taux de vote. Soit au niveau d'un fonds ISR qui a la personnalité morale, donc type SICAF, pas les FCP, soit au niveau de la société de gestion elle-même. Exemple, qu'est-ce que c'est le taux de vote ? Exemple, une société de gestion Dupont est actionnaire pour ses clients de 1000 sociétés, elle vote à 500 assemblées générales, et ben, le taux de vote est de 50%. Voilà. Et donc vous avez certaines sociétés de gestion, Mirova et LBPAM, pour ne pas les nommer, qui sont présentes ici, ben, je peux vous dire, parce que j'ai noté certains de leurs fonds, taux de vote 100%. Voilà. Tout est dit. Sur les fonds ISR 100%. Alors après, il y a peut-être des petites bricoles. Je note aussi, petite parenthèse, je note négativement les prêts de titres. Pour moi, les prêts de titres qu'il faut rapatrier avant les assemblées, quand on les rapatrie, etc., c'est absolument pas dans le cadre de l'ISR. Enfin, il y a un dernier point dont on parle peu dans l'engagement actionnarial, c'est le financement. C'est-à-dire, là, je parle uniquement d'actionnariat, je ne parle pas de financer par des obligations vertes ou autres, mais la participation aux augmentations de capital. Alors, on en a de moins en moins des augmentations de capital parce que les taux sont tellement bas que les sociétés préfèrent s'endetter. Mais on a aussi à ce niveau-là un rapport de force en disant, mais écoutez, moi, très bien, mais vous me faites une prime et tout, mais quels sont vos principes extra-financiers, pas que financiers. Ensuite, qui pratique l'engagement actionnarial ? J'ai dit tout à l'heure, hein, les gros, quoi. Les institutionnels, les entreprises, etc., les SICAV, les sociétés de gestion, très peu de particuliers, soyons clairs. Alors, il y a, je ne sais pas si vous connaissez encore Colette Neuville, parce qu'elle a un certain âge maintenant, qui défendait les actionnaires particuliers minoritaires. C'était, comme on disait tout à l'heure avec Mona, très, très courageux et très pionnier. Mais l'engagement actionnarial, c'est un métier. D'abord, ça coûte de l'argent si vous faites appel à des agences de vote pour vous conseiller, etc. C'est vraiment un métier. Alors, bon, Mouna dira un mot tout à l'heure là-dessus sur comment. Mais la question que je pose, c'est est-ce que c'est le métier, entre autres, des fonds ISR ? Et ma réponse est clairement oui, quoi. Je veux dire, oui, c'est le métier de. Voilà. Enfin, elle devrait toutes s'y mettre. Ensuite, je pose une question. Vous verrez les réponses que vous voulez. Moi, j'ai ma réponse. L'engagement actionnarial est-il la prochaine étape de l'ISR ? Pourquoi est-ce que je pose cette question ? Parce qu'on a commencé par le plus facile et le plus consensuel. Déjà, sur les 3 lettres ESG, on a commencé par l'environnement. On s'étend progressivement au social, sociétal et à la gouvernance.
mais c'est sûr que c'est plus consensuel de s'occuper de l'environnement, du réchauffement climatique, etc., que de... Voilà, donc on a commencé par le plus facile, et on a commencé beaucoup plus par des pratiques d'exclusion que d'inclusion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, moi, quand je le vois, quand j'analyse des fonds, je vois quand je regarde les labels, je vois quand je lis le règlement disclosure, on va dire 80 à 90% de l'ISR aujourd'hui est basé sur des principes d'exclusion. Plus un label exclut de secteurs, d'entreprises qui ne sont pas, etc., plus il est considéré comme rigoureux. Donc, si je schématise un peu, avec des fonds thématiques ou autres, on investit sur les bons élèves et puis on mesure les impacts. Ça, alors là, il y a tous les RTS du règlement disclosure, alors diminution de CO2, diminution de consommation d'eau, enfin tout ce que vous voulez, parité homme-femme, on mesure tout ça. Mais il y a un autre type d'ISR que je considère comme particulièrement courageux, qui est d'inclure de moins bons élèves, qui sont, comme on dit, en transition, et ceci, et c'est là notre sujet, nécessite un engagement actionnarial fort, et je dirais avec un horizon moyen-long terme. Et les impacts positifs ne sont pas évidents à mesurer d'une manière quantitative, mais ils sont considérables. Parce que je viens de tomber sur une étude faite à Harvard, qui est toute récente, hein, que vous pouvez trouver aussi sur Internet, qui date de décembre 2020, et qui s'appelle Exit or Voting. On sort ou on vote. Et cette étude, que je n'ai pas tout à fait finie, montre que les impacts de voter aux assemblées sont supérieurs aux impacts de voter avec ses pieds. Quand je dis voter avec ses pieds, c'est que voilà, on ne prend pas, c'est pas bon. Je ne dis pas qu'il faut avoir de la pornographie, du charbon dans les portefeuilles, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais je veux dire que accepter de prendre des élèves moyens, de les accompagner sur la durée, c'est ce que font certains fonds avec Engie, parce que Engie, par exemple, je donne des exemples, hein, a encore 3% de charbon au Chili, bon, hop, ils les accompagnent, même Air Liquide, et il y a des étapes intermédiaires. Et ça, les impacts sont considérables. Pour moi, c'est l'ISR de demain, mais bon, enfin, qui va prendre la suite. Voilà. J'ai fini. Super, merci beaucoup Emmanuel. C'est parfait, je pense, comme introduction, et au moins on a fait le tour de la question. Peut-être maintenant donner la parole d'un point de vue bien plus opérationnel finalement. L'engagement actionnarial, comment ça se passe chez Mirova? Puis ensuite, Mouna, comment ça se passe à la Banque Postale? Est-ce que tous les deux, l'un après l'autre, vous pouvez nous en dire plus, nous raconter un peu comment ça se construit? Est-ce que vous partagez le point de vue d'Emmanuel? Est-ce que vous voulez aussi nous parler peut-être de défis auxquels vous avez été ou êtes tous les deux confrontés sur ces sujets-là? Philippe d'abord, puis Mouna, à vous de jouer. Merci Sarah. Je vais peut-être commencer pour faire la transition par réagir à quelques éléments de la présentation d'Emmanuel, peut-être deux points. Le premier, c'est sur le taux de vote. Alors, d'une certaine façon, tu l'as dit en parlant des prêts de titres, hein, mais je pense que c'est important de bien préciser ça. Mesurer un taux de vote uniquement en nombre de sociétés, ça me semble quelque chose qui est très insuffisant. C'est-à-dire que vous pouvez très bien voter pour la totalité des sociétés que vous avez en portefeuille, mais pour des montants qui sont très inférieurs à votre détention. C'est-à-dire que, par exemple, si j'ai 1000 actions Engie, que j'en prête 900 et que je vote sur les 100 restants, eh bien, vous êtes considéré comme votant sur Engie. Et donc, ça peut aboutir à un taux de vote qui est très élevé, alors qu'en réalité, vous avez prêté 90% de vos titres et vous n'avez pas voté sur 100%. Donc, pour moi, le taux de vote doit se mesurer en nombre d'entreprises, mais il doit se mesurer aussi en montant sur lequel on a voté sur la totalité du portefeuille. Donc ça, c'est une petite précision technique, mais je pense qu'elle est très importante parce qu'effectivement, le prêt-emprunt de titre a joué un rôle très négatif, quand il n'est pas, à minima, en tout cas, quand il n'y a pas de rapatriement des titres avant les assemblées. Le deuxième petit point de réaction sur ce qu'a dit Emmanuel, c'est quand il dit on a commencé par le plus facile. Je ne suis pas d'accord avec ça, là, pour le coup, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'en fait, en réalité, on n'a pas commencé par le E. L'investissement responsable, ça a un siècle d'historique et c'est loin d'avoir commencé par l'environnement. Il y a un siècle, ça a commencé principalement par l'exclusion des entreprises d'armement dans les années 20 à Boston, après la Première Guerre mondiale, quand on s'est rendu compte que effectivement beaucoup s'étaient enrichis pendant la guerre en achetant des actions des boîtes d'armement.
Et donc, c'est une réaction essentiellement sociétale au démarrage. Et puis ensuite, on a eu d'autres exemples que je cite souvent, qui sont notamment le cas de l'apartheid en Afrique du Sud, où on était sur là aussi des questions de droits de l'homme et sociétales. Et puis ensuite, quand l'ISR s'est développé, notamment en France, dans les années 90, puis début des années 2000, ça a été surtout sur des sujets sociaux. Je pense au premier fonds de Mesquert, au fonds insertion emploi que nous continuons à gérer aujourd'hui et qui est une création de la Caisse des dépôts dans les années 90. Donc l'historique de l'ISR démarre presque plus par les sujets sociétaux et sociaux, et l'environnement, eh bien on le voit apparaître ces 10 dernières années. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, l'ISR, l'investissement responsable, n'est jamais autant je dirais efficace, n'a jamais autant de poids que quand il est connecté à des évolutions de l'économie et de la société civile. Donc, c'est pour ça que moi j'aime bien le rattacher à des moments historiques, l'après-guerre, l'apartheid, les mouvements sociaux et donc le changement un petit peu de l'évolution de l'économie dans les années 90, et puis évidemment la question du climat ces 10 dernières années. Donc c'est plutôt comme ça que je lirai les choses. Sur l'engagement proprement dit, je trouve que c'est une question très intéressante parce que, bon, qu'est-ce qu'on fait chez Miroba, peut-être en 2 mots là-dessus. Pour nous, l'engagement, c'est effectivement quelque chose d'assez large, en fait. C'est pas simplement faire effectivement un dépôt de résolution. On commence à en faire, on en a fait quelques-uns, on vient d'en faire un aux États-Unis sur Alphabet, donc Google, sur des questions de whistleblowing, donc de lanceurs d'alerte. On en a soutenu d'autres effectivement sur le climat ces dernières années. Mais l'engagement, pour nous, c'est quelque chose de beaucoup plus large. C'est de dire que finalement, l'impact d'une société de gestion, c'est pas seulement la sélection de valeurs qu'elle met dans ses portefeuilles. C'est tout ce qu'elle fait autour. C'est donc évidemment le vote et l'engagement, mais voter aux assemblées générales, ça implique, si on veut bien le faire, de communiquer avec les entreprises en amont de l'Assemblée générale, donc expliquer au management des entreprises ce qu'on va faire, ce qu'on compte faire, ce qui nous paraît positif ou négatif dans les résolutions des entreprises. Et ça entraîne quelquefois des modifications même avant l'Assemblée générale, et ça, c'est déjà un engagement qui est efficace. Et puis ensuite, il y a le vote, proprement dit, et là, on a une politique de vote qui est publique, voilà, que nous, on a voulu être très engagés, et je pense qui est l'une des plus engagées aujourd'hui sur le marché, notamment sur les questions de l'environnement. Et puis ensuite, il y a l'engagement post-vote, dans le cas où, effectivement, on n'a pas été suivi, et où là, on a des engagements qui sont soit des engagements de court terme sur tel ou tel sujet, soit des engagements de beaucoup plus long terme. Par exemple, la question, on avait beaucoup travaillé sur la question du forage en Arctique, par exemple, auprès des pétroliers, sur tout ce qui s'est passé après le Rana Plaza, sur la question de l'égalité homme-femme, le fait d'adhérer au club 30% avec d'autres investisseurs et donc de pousser l'ensemble des sociétés dans lesquelles on a investi à signer les Women Empowerment Principles de l'ONU et à monter à minima à 30% de femmes dans leur comité de direction. Voilà, tous ces sujets-là sont des sujets d'engagement de long terme qui nécessitent non seulement de la discussion one-to-one, c'est-à-dire avec une entreprise, mais aussi d'être vocal sur le marché, de participer à des initiatives collectives, de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire de porter ce message-là. Et puis, la cohérence veut aussi que ces mêmes messages, on les porte auprès d'autres stakeholders, d'autres parties prenantes que les entreprises elles-mêmes, c'est-à-dire, bien entendu, les syndicats, les ONG, mais aussi les pouvoirs publics, les régulateurs. Donc, pousser pour de la régulation, si je reprends l'exemple de l'égalité homme-femme, si on se dit que c'est important, il faut faire à la fois de l'engagement entreprise par entreprise, il faut faire ce qu'on a fait, c'est-à-dire créer des fonds qui vont spécifiquement orienter de l'argent vers les entreprises les mieux distantes. Il faut ensuite créer des clubs avec d'autres asset managers pour porter ce message collectivement. Et puis, il faut soutenir quand les pouvoirs publics décident de faire une loi pour mettre des quotas pour aboutir à 30% de femmes dans les comités exécutifs. C'est cette cohérence d'ensemble, moi, il me semble, qui s'appelle l'engagement. Donc, c'est engager avec l'ensemble. Pour autant, pour revenir sur les points qui ont été mentionnés par Emmanuel, j'ai très longtemps été assez sceptique critique quelquefois sur la façon dont les asset managers utilisaient cette notion d'engagement, notamment sur le sujet du climat.
parce que ça a été utilisé beaucoup par des gens qui ne voulaient pas ou qui utilisaient cette notion d'engagement en quelque sorte contre l'exclusion ou contre la sélection de valeurs. En disant non, mais exclure, c'est pas bien, il faut engager. Là, aujourd'hui, on est en train de passer dans l'autre sens. C'est-à-dire, maintenant, tout le monde dit qu'il faut exclure. On dit non, il ne faut pas seulement exclure, il faudrait engager aussi. Mais je crois que les deux ne peuvent pas être opposés. Or, l'engagement a très longtemps été utilisé par certains acteurs, notamment de fonds indiciels ou de fonds très benchmarkés, qui ne voulaient pas faire de sélection, qui ne voulaient pas exclure, et qui donc ont utilisé l'engagement comme une espèce d'alibi, en quelque sorte, pour ne pas faire cette sélection de valeurs et cette réallocation du capital qui me paraît, malgré tout, essentielle. Donc, je crois que aujourd'hui, on est en situation, aujourd'hui, je crois, de combiner les deux. Pourquoi est-ce qu'on est en situation de combiner les deux? Parce que faire de l'engagement avec une compagnie pétrolière il y a 10 ans, je vais vous dire franchement, moi, quand des asset managers venaient me voir en me disant « Oui, non, c'est pas bien d'exclure Total, Exxon, etc., parce que ne vous inquiétez pas, on va faire de l'engagement avec elle », honnêtement, c'était de la supercherie. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, c'était de la supercherie. Parce que faire de l'engagement avec Total et Exxon il y a 10 ans, ça n'avait aucun sens. Il n'y avait pas d'écoute, il n'y avait personne en face. Pour engager, il y aura quelqu'un en face de nous. Et donc, c'est pour ça que j'étais critique à ce moment-là. Aujourd'hui, je crois qu'on est en train de changer parce que ces entreprises-là ont pris conscience qu'effectivement, elles devaient bouger. Et donc, on a des gens avec qui on peut discuter. C'est pour ça que l'engagement peut devenir quelque chose d'utile aujourd'hui. Encore faut-il qu'il soit suffisamment ferme et radical. Je crois que la communication, et je vais m'arrêter là-dessus pour le moment, mais la communication avant-hier du rapport de la IE sur qu'est-ce que ça signifie aboutir à la neutralité carbone, qu'est-ce que ça signifie 1,5 degré, je crois qu'il est particulièrement fort, une grande richesse, et devrait être un élément clé pour faire de l'engagement avec les entreprises. Donc, si on utilise ça comme élément, comme base d'un engagement, alors là, je trouve qu'effectivement, ça peut être puissant et fort. Bien, merci beaucoup, Philippe, pour cet avis, c'est assez intéressant. Du coup, donc, Mouna, je vais te laisser la parole. Toi qui, entre autres, a fait le pont entre ISR, engagement actionnarial, et qui a aussi travaillé pour LBPM, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces sujets-là? Beaucoup de choses ont déjà été dites et le mot essentiel finalement de ce webinaire, c'est l'engagement. Et en fait, c'est l'engagement citoyen avec différentes formes et l'engagement actionnarial en est un. Et quand on dit engagement citoyen, ça replace en fait chaque citoyen au cœur de la transformation qui est en cours et que le citoyen peut donner sous ces différentes formes d'action par ses biais d'achat, par ses biais d'investissement et par ses votes citoyens au sens large ou associatifs. Et donc, la Banque Postale, Banque et Citoyenne, est très engagée dans ce domaine et en matière d'engagement actionnarial, effectivement, le fer de lance de la Banque Postale, c'est son asset manager, la Banque Postale Asset Management, qui a fait le pari en s'engageant en 2018 de passer 100% de sa gestion en gestion ISR, alors qu'elle était déjà extrêmement bien positionnée en matière d'investissement socialement responsable, puisque dès 1997, un premier fonds éthique avait été créé, et une équipe ISR avait été créée dès 2006. Et donc, cette gestion 100% ISR a été un vrai projet de transformation d'entreprise et a abouti à la définition d'une philosophie et d'une approche extra-financière propriétaire qu'on appelle la méthode GRIT, qui repose sur 4 piliers qui sont au cœur du sujet d'aujourd'hui: la gouvernance responsable, la gestion durable des ressources, la transition économique et énergétique, et dernier volet très important dans le monde postal au cœur des valeurs, c'est le développement des territoires. Et c'est en fait ce fondement de cette politique globale d'investissement socialement responsable que la société de gestion la Banque Postale Asset Management s'appuie et repose sa politique de vote et qui, comme l'a dit Philippe, est une politique de vote très construite, très nourrie,
qui est complètement transparente, hein, puisqu'elle est formalisée et disponible sur le site de la Banque Postale Asset Management, conformément au règlement général de l'AMF. Elle expose le périmètre, la procédure de vote en AG, ainsi que les critères selon lesquels sont approuvées ou rejetées les résolutions. Les critères de vote tiennent compte des recommandations de l'AFG et du code de gouvernement d'entreprise rédigé conjointement avec le MEDEF et la FEP. Et donc, pour donner à voir ce que c'est qu'une politique de vote d'une grande société de gestion française qui a à la fois des clients particuliers et des clients personnes morales au sens large, bah, c'est une politique de vote qui détaille tout, hein, qui détaille comment elle décide d'approuver les comptes et l'affectation du résultat, comment elle décide de statuer sur des opérations sur le capital de la société, sur les élections au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, sur la rémunération des dirigeants et des administrateurs, sur les plans de rémunération long terme, même sur les modifications au statut de l'entreprise et également sur les conventions dites réglementées. Donc voilà comment se détaille une politique de vote engagée et qui est au cœur de l'engagement actionnarial. Comme l'a dit Philippe et Emmanuel, le dialogue avec les sociétés est essentiel. Les premiers fonds ISR, au-delà d'une politique de gestion ISR au global, sont basés sur une politique de gestion d'exclusion. Et maintenant, la nouvelle frontière, c'est bien cet engagement actionnarial pour bouger les lignes des grandes sociétés où, en fait, la totalité de la société n'est pas en faveur d'une transition écologique et économique. Et donc, du coup, utiliser ce super pouvoir, pour reprendre un des termes de l'excellent rapport de Novetic sur ce sujet, en fait, l'actionnariat, l'engagement actionnarial, c'est un super pouvoir qui est donné à un certain nombre de parties prenantes pour justement engager le dialogue sur la longueur, statuer et donc du coup utiliser ce super pouvoir au moment des assemblées générales et ensuite pouvoir transformer ces entreprises de l'intérieur. C'est pour le grand public, c'est quelque chose d'assez peu connu, cet engagement actionnarial, plutôt opaque. Donc, moi, dans les positions de demain, soit je me dis qu'il faut qu'on grandisse là-dessus en matière de reporting et de transparence et d'information sur ce super pouvoir, parce qu'en fait, ce que font les citoyens, c'est que comme ils ne comprennent pas et qu'ils ne le savent pas, ils ont utilisé d'autres leviers pour justement être des consommateurs. C'est de ne pas acheter tel et tel produit ou justement de favoriser les circuits courts, de favoriser la désintermédiation. C'est comme ça d'ailleurs que le crowdfunding a grandi petit à petit ces 10 dernières années. Et donc, je pense que c'est important que le citoyen ait pleinement conscience de tout ce qu'il peut faire en tant que consommateur ou épargne-acteur ou invest-acteur. Spécial dédicace, Emmanuel. Voilà, j'ouvre le débat. Merci beaucoup, Mouna. Effectivement, phrase, un petit mot emprunté à Emmanuel sur ses épargne-acteurs dans son bouquin. En tout cas, pour continuer effectivement sur tous ces points-là, j'aimerais bien vous entendre rapidement tous les trois sur un regard un petit peu plus prospectif. On a fait une belle photo de famille de ce qu'a été l'engagement actionnarial au cours du dernier siècle grâce à Philippe, avec Emmanuel sur ce qui se fait aujourd'hui, avec Mouna et déjà qui commence à ouvrir ces questions prospectives. Au-delà de ça, je pense à plein d'autres choses. Il y a les questions d'évolution technologique qui vont probablement permettre en tout cas de développer des pratiques d'engagement actionnarial plus large. Il y a aussi effectivement, Mouna, tu en parlais, la question de l'engagement citoyen. Aujourd'hui, les petits porteurs ne touchent pas encore à l'engagement actionnarial. Alors, tous les trois, qu'est-ce que vous voyez pour la suite ? Comment vous vous projetez sur les 10 prochaines années sur ces questions d'engagement actionnarial? Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on se serre tous ensemble les coudes pour aller embarquer le reste de la finance sur ces questions. Mais est-ce que vous voyez aujourd'hui des grandes tendances et du coup, pour démarrer au choix, peut-être Emmanuel, c'est toi celui qui n'a pas pris la parole depuis un moment. Donc, quelques mots sur la suite, si ça te donne des idées. Je ne sais pas, une suggestion, hein, par exemple,
aux deux sociétés de gestion qui sont présentes là. Si on regarde, c'est un exemple qui est tellement devenu presque tarte à la crème, ce qui s'est passé chez Danone. Moi, je suggérerais aux sociétés de gestion qui gèrent des fonds ISR de s'allier, un peu comme le fameux réseau Shareholder for Change ou les dépôts de résolution qui ont eu lieu pour Total ou pour H&M, de s'allier pour nommer des administrateurs, par exemple chez Danone ou ailleurs, qui seraient des administrateurs des fonds ISR. Donc les fonds ISR étant Mouna, en fait, un peu comment dire, ce qu'on n'arrive pas encore à faire, c'est une agrégation de particuliers, souvent, les fonds ISR, ce qu'on n'arrive pas encore à faire au niveau... moi, je trouverais ça génial, quoi, que des fonds ISR aient des administrateurs au conseil d'administration. Voilà. Suggestion à tous ceux qui veulent. Je vais laisser Philippe prendre la parole. Après, je compléterai. Alors, Philippe, micro fermé, Philippe. Ouais. Ton micro qui est coupé. Super. Je ne sais pas sur la participation au conseil d'administration. Je pense que ça pose quand même la question en sous-jacent qu'est-ce que c'est que l'actionnariat de long terme, en fait, en réalité. Parce que être membre d'un conseil d'administration, ça implique qu'on ait un actionnaire de référence sur de la longue période. Alors effectivement, si c'est un collectif, on peut imaginer que ce collectif bouge et qu'il ne soit pas stable dans la durée. Mais évidemment, en tant que gérant d'actifs, on doit se garder la capacité de pouvoir acheter et vendre des actions et donc potentiellement de ne plus soutenir telle ou telle entreprise. Ce que montre Danone sur ce sujet-là, je pense, c'est que clairement, il y a une vraie nécessité à donner plus de pouvoir aux actionnaires de long terme. C'est-à-dire que quand on est Mirova et qu'on a 0,6% de Danone depuis 10 ans ou 15 ans, qu'on a soutenu toutes les évolutions stratégiques de l'entreprise depuis 10 ans, et notamment sa transformation en société à mission, et que finalement, on se rend compte qu'on a beaucoup moins de poids, beaucoup moins de possibilités de s'exprimer en réalité que l'activiste qui rentre 15 jours avant l'Assemblée générale parce que le cours a baissé et qui en sortira dès que son objectif de cours sera atteint, est un vrai problème parce que lui, effectivement, utilise d'autres moyens, notamment, effectivement, des moyens d'activisme, des moyens de pression, de la presse et autres méthodes qui ne sont pas les nôtres. Et donc là, on a un vrai sujet. Et bon, moi, nous, on a toujours été très favorable à donner plus de poids aux actionnaires de long terme, notamment des droits de vote double pour les actionnaires qui sont là depuis 2 ans. C'est pas normal qu'on ait effectivement le même poids. Et je crois que la question de Danone montre bien ça, c'est qu'il n'y a pas de... c'est réciproque. Les sociétés de gestion responsables ont besoin d'avoir des entreprises durables et responsables en face d'elles, mais à l'inverse, je crois qu'il n'y aura pas d'entreprise à mission ou d'entreprise durable sans un actionnariat stable et responsable. Ça me paraît difficile à réaliser. Sur l'avenir, alors, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, nous, effectivement, du côté Mirova, on a été, depuis notre création, très orienté vers l'investissement dans les solutions au développement durable. Non pas dans l'exclusion, c'est pas du tout notre façon de voir les choses, on est plutôt dans de l'inclusion, c'est-à-dire on investit dans les endroits où on a envie d'investir, et donc très orienté sur beaucoup de boîtes qui apportent des solutions. Et donc, on a été, par nature, très peu investi dans des entreprises du secteur très carboné. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui de s'y intéresser de façon sérieuse. Donc, je le disais tout à l'heure, sur les compagnies pétrolières, mais aussi sur toute la partie des entreprises extractives, au-delà du pétrole. Et on le sait bien, on ne peut pas jouer l'autruche. On sait bien que, y compris les innovations sur les questions du développement durable, je pense aux énergies renouvelables, je pense aux batteries électriques, on a des besoins de matériaux qui sont de plus en plus forts. Toutes les études le montrent. L'économie circulaire ne résoudra pas complètement ces problèmes-là. Et donc, si on ne s'attache pas à essayer de réfléchir à ces secteurs de l'économie extractive et de l'économie carbonée pour essayer de les faire évoluer, et là, on va passer à côté de sujets très importants. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il est temps de s'attaquer à cela.
Mais encore une fois, et donc ça veut dire que potentiellement, nous, on réfléchit à effectivement des fonds d'investissement qui seraient des fonds dans la transformation, dans la transition, et qui viendraient compléter les fonds dits verts, en quelque sorte, sur lesquels on a beaucoup œuvré ces dernières années. Super, merci beaucoup Philippe. Et puis du coup Mouna, sur ces 2 premiers points, qu'en penses-tu et est-ce que tu as d'autres choses que tu souhaiterais peut-être ajouter sur cette question prospective? On a déjà dit beaucoup de choses. Moi, je pense que la question de l'engagement actionnarial, finalement, tout reste à faire. Tout reste à faire pour justement œuvrer dans la transformation des groupes et de l'économie carbonée, décarbonée et de transformation. Et pour le faire, j'ai évoqué la première piste qui est en fait informer le citoyen pour qu'il ait un niveau de connaissance et d'exigence qui fait qu'il utilise son pouvoir de citoyen pour transformer et puis pousser l'engrenage pour que l'engrenage aille plus loin. Donc pédagogie, conscientisation de ce pouvoir de citoyen pour faire transformer les politiques d'investissement et utiliser des tiers de confiance qui sont les sachants, puisque en fait tout le monde de l'asset management ou des politiques de vote en assemblée générale et l'engagement actionnarial, c'est un sujet d'initié. Et donc, du coup, d'où la nécessité de mieux comprendre de quoi il s'agit et de s'appuyer sur des tiers de confiance qui vont incarner cette transformation. C'est pour ça que j'aime bien l'idée d'Emmanuel qui dit que l'engagement actionnarial, l'avenir, c'est la nouvelle frontière des fonds ISR, qui est effectivement une première piste. Et sinon, en fait, le citoyen, ce qu'il va faire, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il va s'intéresser en matière d'investissement à d'autres solutions qui sont émergentes et il va souhaiter reprendre le pouvoir sur son argent avec d'autres solutions qui émergent et qui s'installent. Génial, merci beaucoup Mouna. Merci pour toutes ces informations, merci à tous les 3 pour ces réflexions aussi. Je pense que nos participants doivent être assez contents de l'échange, on apprend beaucoup de choses et votre regard est tout à fait passionnant. Peut-être maintenant, on va passer aux questions. On a déjà quelques questions dans le chat qui sont arrivées. J'en avais aussi gardé quelques-unes sous le coude qu'on avait reçues. Pas mal de questions. Donc, l'idée, ce sera d'essayer de répondre de façon assez synthétique pour que tout le monde ait le droit d'avoir une réponse. Chacun prend la parole en fonction de ce qui lui parle le plus. Donc voilà, n'hésitez pas. Peut-être une première question pour introduire. On a Sophie qui nous dit « Serait-il même envisageable de donner des droits de vote supérieurs à un actionnaire qui s'engagerait à rester sur des durées définies à l'avance ?» Et Sophie, pas d'inquiétude, c'est pas une question béotienne, toutes les questions sont les bienvenues. Donc pour celui ou celle qui veut la prendre, est-ce qu'on pourrait s'engager dès à présent sur des horizons finalement de prise de position? Philippe a déjà répondu tout à l'heure. Vas-y Philippe, vas-y. C'est très compliqué pour la gestion d'actifs parce que ça va à l'encontre même de sa réglementation. C'est-à-dire que de fait, quand on est d'abord, on doit une certaine liquidité à nos actionnaires. C'est-à-dire qu'on peut très bien aussi avoir des porteurs de nos fonds qui décident de vendre les parts de nos fonds, auquel cas on sera obligé de vendre les actifs en sous-jacent, sans même prendre de décisions négatives sur l'entreprise. On est dépendant effectivement de ceux qui nous confient leur argent. Et puis ensuite, au-delà même de ça, je pense qu'il faut qu'on reste en capacité de prendre des décisions de gestion. Il peut y avoir, on peut pas savoir quelle va être exactement la politique d'une entreprise exactement pendant les 2 ans qui viennent. Elle peut changer. On l'a vu d'ailleurs avec Danone. Hein. Elle peut changer très rapidement. Il peut y avoir un changement de management, un changement de politique. Il peut y avoir des risques qui apparaissent. Donc cette liberté d'acheter et de vendre est vraiment essentielle pour un gérant. Si je peux dire un mot là-dessus, je trouve que c'est une question très intéressante parce que
moi, je vois, j'ai quelques clients, ils ont des Air Liquide avec des primes de fidélité, pardon. Pas de fidélité, de fidélité. Ouais, on met tellement en anglais partout que maintenant, voilà. Et c'est très intéressant parce qu'on pourrait parler à partir de là. Et donc, ils ont des Air Liquide nominatifs avec des primes de fidélité. Et je vous dis, il n'est pas question d'y toucher parce que voilà. Et ils ont des Air Liquide normaux aux porteurs à côté. Et je trouve que cette question est passionnante. On n'est pas du tout sur l'histoire de vote double. D'ailleurs, je trouve que Sophie est d'autant moins béotienne qu'elle dit droit de vote supérieur. Elle ne dit pas droit de vote double. Et je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas des pouvoirs de vote de fidélité sur une partie des Air Liquide qu'on a en portefeuille. Et deuxièmement, par rapport à ce que dit Philippe, moi je sais que les Air Liquide avec prime de fidélité, bon, ils sont un peu moins liquides. C'est le cas de le dire, mais ça se vend, quoi, je veux dire. Et donc, imaginons une SICAV ISR qui est du Danone ou du Air Liquide avec non pas des primes de fidélité au sens financier, mais au sens extra-financier par rapport à l'engagement. Bon, moi, je vois pas. Bon, alors, il y a des règlements, etc. Mais je veux dire, on est aussi là pour être force de proposition par rapport au règlement, quoi. Non, Bah, merci beaucoup, Emmanuel. Peut-être, Mouna, tu veux peut-être rajouter quelque chose? C'est finalement une question assez intéressante, Sophie. Ouais, non, c'est une question intéressante. En fait, tout ce que je disais tout à l'heure, tout reste à construire en vrai. Tout reste à construire. Et donc, du coup, peut-être le sujet peut sûrement avancer par la théorie au départ pour après le confronter au cadre légal et réglementaire pour faire bouger les lignes. Mais c'est un beau sujet que de dessiner des nouvelles frontières sur le thème de l'engagement actionnarial pour rendre possible de nouvelles choses. Donc, merci pour la question béotienne. Ouais. Et merci à vous trois pour vos réponses. Donc, on va passer à la question suivante. Donc, il y a quelques questions, plus les questions que vous nous avez déjà envoyées par mail. Donc, on va prendre la suivante. Donc, selon votre vision, l'engagement actionnarial peut-il constituer en soi une forme d'approche IR à impact? Et si oui, sous quelles conditions? Et si oui, est-ce d'après vous compatible avec le fameux triptyque intentionnalité, additionnalité et mesurabilité? Elle est écrite, si vous voulez, parce que je sais c'est long, et quand c'est long, on ne retient pas tout, donc je vous en prie. Je veux bien répondre je t'en prie. Et commencer par faire un petit coucou à Nadia. Moi, je ne crois pas que l'engagement actionnarial peut constituer en soi une forme d'investissement. Je ne crois pas. Je ne pense pas que ça puisse être en tant que tel uniquement une façon de faire l'investissement responsable. Je crois que ça peut être un des éléments, mais que l'investissement responsable qui consisterait par exemple à faire effectivement de la gestion indicielle, à ne faire aucun choix d'investissement, aucun choix d'allocation de capital, faire le copier-coller des indices de marché tels qu'on les a aujourd'hui et se dire je fais de l'engagement actionnarial sur les boîtes que j'ai en portefeuille, pour moi, c'est pas de l'ISR. C'est un morceau d'ISR, c'est un demi-ISR si vous voulez, mais c'est pas de l'investissement. Donc, je pense qu'il faut avoir une approche globale. Voilà, après, sur l'intentionnalité, additionnalité, mesurabilité, c'est effectivement les trois notions de l'impact. Oui, l'engagement, on peut très bien avoir une intentionnalité sur de l'engagement. On peut être additionnel si on a le poids pour et si on fait suffisamment de collaboration et de bruit autour de ça. Et on peut éventuellement mesurer les résultats. Donc ça, oui, l'engagement en tant que tel peut être une notion d'impact. Ce qui me paraît difficile, c'est de ne pas la combiner avec des choix d'investissement. Parce que même quand on fait de l'engagement, il faut choisir sur quelle entreprise on fait de l'engagement. Encore une fois, je reviens à cette idée de faire de l'engagement, il faut avoir quelqu'un en face de nous. Donc, je pense qu'il faut définir déjà un périmètre d'entreprise qu'on considère comme des cibles potentielles pour l'engagement, c'est-à-dire des entreprises qui ont déjà commencé une transformation, qui ont mis en place des directions de développement durable ou autres, ou de stratégies avec qui on peut discuter, qui ont montré un track record en quelque sorte
de réponse et d'écoute, parce que si on a en face de nous quelqu'un qui n'écoute pas, ça ne sert pas à grand-chose, ou alors on passe effectivement dans de l'activisme et de l'engagement beaucoup plus agressif, mais bon, je n'y crois pas beaucoup. Les autres, peut-être un avis sur la question. Vous voulez peut-être qu'on passe à celle d'après, comme vous voulez. Non, je voudrais juste ajouter un mot par rapport à ce que dit Philippe. D'habitude, j'aime bien présenter les choses de manière positive, mais il y a quand même une chose qui m'inquiète dans l'ISR aujourd'hui, c'est l'engouement extrême, pour ne pas dire l'hystérie qu'il y a sur les ETF. Pour moi, pour prolonger ce que dit Philippe, à quelques exceptions près, parce que j'en ai analysé, c'est Canada Dry, c'est la couleur de l'ISR, c'est le goût de l'ISR, mais c'est pas de l'ISR. Pourquoi? Parce que non seulement par rapport à ce que dit Philippe, il n'y a pas de liberté parce qu'on est coincé par un indice, mais alors le taux de vote, je ne vais pas donner de nom, mais pour ce que j'ai analysé, c'est autour de 10%. Bon, on va donner un nom le plus connu, BlackRock, c'est 15%. Voilà. Et encore, il vaut mieux pas qu'ils votent toujours parce qu'ils font parfois l'inverse, on les vote de ce qu'ils disent officiellement dans la presse. Donc, je ne suis pas un procès d'intention sur BlackRock, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est que je pense que cet engouement extrême pour les ETF, j'ai rien contre les ETF en tant que tel, va baisser le niveau de qualité de l'ISR. Parce que l'engagement actionnarial est extrêmement faible, sauf si on va vers des ETF gérés. Voilà. Mais dire qu'on va vers des ETF ISR pour des raisons comme moindre coût, parce que ça vaut 0,25 de frais de gestion au lieu de 0,50 pour les clean shares ou les par I, ou pour les questions de liquidité, alors là, c'est complètement antinomique parce que justement, l'ISR, c'est du long terme. Et en plus, les liquidités des ETF, si tout le monde va sur les mêmes indices, je ne vous dis pas un jour s'il y a un coup de grisou, ce qui peut se passer, quoi. Donc, je ne fais pas un procès d'intention sur les ETF, mais je prolonge ce que vient de dire Philippe sur le fait qu'il faut savoir ce qu'on veut. Pour moi, d'ailleurs, je dis en passant que l'inspection générale des finances qui a fait un long rapport sur une réforme du label ISR français, il proposait de l'ISR à 3 niveaux, et le niveau le plus faible, c'était les SICAV monétaires et les ETF. Voilà, c'est pas moi qui le dis. Donc, je dis pas que les ETF, c'est pas bien, je dis qu'est-ce qu'on veut comme niveau d'exigence. Voilà. Mouna, peut-être quelque chose, tu voudrais peut-être rajouter quelque chose ou on passe à la question suivante? Non, on passe à la question suivante, on a déjà bien avancé. Ok, ça marche. Alors, il y a une question qui nous tient un peu à cœur avec Sarah, qu'on a reçue, qui n'est pas dans le chat. Donc, l'État français est actionnaire dans certaines structures privées. Les citoyens pourraient-ils par ce biais s'engager dans ces sujets? Quelqu'un? Pour toi, Mouna, ça? Ouais, compliqué. Hein. Banque postale. Philippe, je suis sûre que tu peux te mouiller là-dessus. Ouais, les citoyens ont aussi, d'une certaine façon, un droit de vote, et ce n'est pas le même type de vote. Eux, ils ne votent pas aux assemblées générales, ils votent aux élections. C'est autre chose. Ils votent comme consommateurs. Non, mais avant de se poser la question, enfin, on peut se poser la question de citoyen. Pour moi, effectivement, ils votent en tant que citoyen. Mais la question qu'on pourrait peut-être se poser en amont de ça, c'est quel rôle joue l'État en tant qu'actionnaire quand il est actionnaire. Absolument. Donc ça, là, en revanche, je crois qu'il y aurait des choses à faire en termes de transparence pour que l'État explicite plus clairement ses objectifs et aussi ses votes, le cas échéant, en conseil d'administration ou en assemblée générale. D'autant que dans certains cas, pour le coup, il y a des droits de vote doubles associés à la détention des parts de l'État. Donc, il y a des poids très, très forts. Et donc, oui, là, ça serait plutôt une question de transparence. Alors que ce soit l'État, d'ailleurs, ou des actionnaires publics ou parapublics. Je pense notamment à la Caisse des dépôts, à BPI-France, qui deviennent des actionnaires importants aussi dans certaines entreprises. Et donc, avoir plus d'explications et de transparence sur la politique publique, ça serait sans doute utile.
Super, merci beaucoup. Et effectivement, on en serait assez curieux de voir les prises de position et de pouvoir, comme tout actionnaire, voir l'État nous dire quel choix il peut faire sur ces sujets et comment il peut influencer justement certaines entreprises. Une question peut-être maintenant de la part d'Elsa, qui est assez prospective. Selon vous, quelle pourrait être la place de la technologie dans l'avenir de l'engagement actionnarial? Comment est-ce que la technologie pourrait-elle se mettre au service de ces sujets? Pour ma part, je pense tout de suite peut-être à faciliter les coalitions, à rassembler. Est-ce que cette question inspire l'un d'entre vous? Moi, je peux commencer sous un volet purement pratique. On l'a vu au travers d'H&M, boîte suédoise, et en fait, leur assemblée générale, sur certains votes, enfin, sont pas traduites, elles sont en suédois. Donc, l'accessibilité sur des grandes marques comme celle-ci et grands acteurs économiques du textile, l'accessibilité au grand public, et en tout cas en termes de transparence sur l'accès à la langue, la tech le permet avec des outils de traduction très opérationnels. Donc, des petits outils tech pour rendre le citoyen plus sachant et plus en accès direct sur ce qui se passe dans ces assemblées générales me paraît tout à fait intéressant. Donc, je pense que la tech, au sens large, peut avoir une place tout à fait particulière et de façon très court-termiste et très opérationnelle, par un outil de traduction sur l'Assemblée générale, ça peut être très utile. Peut-être juste lier cette question-là, il y a une autre question aussi qu'on n'a pas traitée, qui était quelles sont les pratiques nouvelles en matière de vote depuis l'avènement de l'ISR. Je voulais juste lancer le débat ou le questionnement sur les proxys, en fait. On peut faire difficile de parler de vote et d'engagement sans parler de ça. Bien sûr. Or, on a quand même un petit sujet quand même avec les proxys et avec le fait que, alors on parlait tout à l'heure de pourcentage de vote, mais si le pourcentage de vote, on devrait le lier aussi avec est-ce qu'on met les moyens en face pour réellement voter ce qu'on a envie de voter. Parce qu'un pourcentage de vote très élevé, mais qui consisterait à déléguer purement et simplement son vote à ISS ou à d'autres proxys sur la base de leur politique de vote, de leur politique standard, me paraît extrêmement dangereux, parce qu'on va vers une standardisation et donc un petit dénominateur commun et donc une absence de réflexion, je dirais, réellement profonde sur les décisions de vote. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors je ne sais pas si la technologie peut là nous aider à ce qu'on combine, parce que c'est vrai que c'est difficile de voter sur des centaines, des milliers de valeurs quelquefois, et que donc les proxys sont utiles pour implémenter, enfin mettre en œuvre une politique de vote, mais je crois quand même que sur certains sujets clés, enfin, un investisseur devrait à minima avoir quelques sujets clés sur lesquels il donne réellement son intention vis-à-vis des proxys. Merci à vous. Ouais. Je t'en prie, ça, on ne sait pas qui prend les questions, je t'en prie, on est toujours dans l'improvisation. Vas-y. Peut-être pour affiner aussi le sujet, je vois qu'on a une question de Guillaume qui, je pense, peut faire écho sur la question technologique. Guillaume nous dit, au-delà du taux de vote en AG, le taux d'opposition aux résolutions présentées par la direction de l'entreprise est-il un indicateur pertinent? Et je pense que ça peut effectivement aussi soulever de la question du pont entre technologie et indicateur, pour le coup. Est-ce qu'aujourd'hui, quels indicateurs on peut développer? Justement, on en a parlé tout à l'heure, Philippe nous disait, il n'y a pas que le taux de vote, il y a aussi la question du prêt-emprunt qui se pose. Il y a peut-être effectivement un taux d'opposition. Il faudra probablement avoir plus d'un proxy sur le marché pour avoir autant de proxys qu'il y a de stratégie, parce qu'effectivement, on peut pas standardiser ce genre de sujet. Et du coup, à quoi pensez-vous d'autre? Est-ce que vous avez des indicateurs en tête qui pourraient être très parlants sur le sujet pour justement aussi pouvoir se comparer les uns les autres, pouvoir challenger des sociétés de gestion qui s'engagent pas forcément, peut-être un jour justement avoir du réel engagement actionnarial sur la gestion passive? Je ne sais pas qui peut prendre cette question indicateur. Moi, ce que je vois dans les fonds, dans les rapports de vote des fonds ISR que j'analyse,
c'est que les votes contre sont très souvent au niveau de la gouvernance, au niveau de la rémunération des dirigeants. C'est pratiquement toujours à ce niveau-là. Assez peu dans les autres domaines, mais voilà, ça c'est mon poste d'observation, mais ça pourrait très bien s'étendre, hein. Et moi je pense que c'est évidemment, il ne s'agit pas de voter contre pour voter contre, mais c'est un signal d'indépendance, évidemment. Je suis assez d'accord. Après, il y a les visites sur site qui sont aussi intéressantes, qui montrent aussi où la qualité du dialogue et la nature du dialogue, si on parle d'indicateurs, hein, pour justement nourrir les échanges et les positions avisées des actionnaires. Je me permets de partager, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Ouais. Oui. C'est le reporting de vote de Mirova, c'est pour répondre à la question sur les super. indicateurs. Donc, je vous invite à aller le voir. Vous avez là des indicateurs extrêmement précis sur les votes, catégorie par catégorie de résolution, le pourcentage de votes qui sont favorables ou défavorables. Donc là, vous voyez, en bleu, c'est quand on a accepté toutes les résolutions de l'entreprise. En orange clair, c'est quand on s'est opposé à certaines résolutions. Puis en orange foncé, c'est quand on s'est opposé à toutes les résolutions de l'entreprise. Donc, par exemple, sur la réduction de capital, vous voyez qu'on a voté dans 20% des cas pour toutes les résolutions des entreprises qui proposaient des réductions de capital et ainsi de suite. Voilà, donc vous avez tous les éléments de façon extrêmement détaillée dans notre rapport de vote. Merci pour ces infos, Philippe. Je pense qu'on va peut-être terminer par là. Bon, on a répondu à quasiment toutes les questions. N'hésitez pas à revenir vers nous par mail s'il y a des questions qui n'ont pas été évoquées, pas répondues. On se fera un plaisir de répondre. Donc, c'est le mot de la fin. Donc, merci à tous d'avoir participé. J'en profite pour vous parler du prochain webinaire qui portera sur la taxonomie. La date est à déterminer, mais on reviendra vers vous dès que possible. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions et merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Merci. 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 Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.